Bonjour à tous et bienvenue pour ce Tech Live autour de Kanban. Kanban, donc de la théorie à la réalité. On va prendre encore quelques instants, quelques secondes avant de vraiment démarrer le temps que les gens nous rejoignent. Pendant ce temps-là, on peut se présenter peut-être. Ouais, tout à fait, oui. Donc, Gérard Boreil, je suis coach agile donc chez Clanic. Fabien Van Deschrik, voilà, coach agile également chez Clanic. J'ai eu l'occasion de mettre en place plusieurs Kanban. Pareil que Gérard, d'ailleurs, c'est aussi pour ça qu'on vous proposait ce Tech Live. L'idée, c'était vraiment de revenir sur un petit peu les fondamentaux de Kanban et présenter à partir de là un petit peu notre expérience, comment nous, on a pu appréhender finalement différentes mises en place de Kanban, observer les effets, comment ça s'est passé, etc. On va attendre peut-être encore une minute. Bon, voilà. On va démarrer, pas faire trop attendre. On n'a que 1 heure ensemble, ça va passer assez vite quand même. Voilà, donc eh bien, nous allons voir, en fait, revoir, ça dépend des gens, voilà, les fondamentaux de Kanban. Nous parlerons de quelques exemples, de 2 exemples de mise en œuvre. Nous aurons aussi donc une session de questions-réponses. Et bon, l'annexe, on verra si on l'utilise, ça dépendra de vos questions. Alors, les fondamentaux de Kanban. Kanban, en fait, ça sert à gérer un flux de travail dans un système donc, de production où on délivre régulièrement. Kanban a été inventé fin des années 50 chez Toyota. Donc, imaginez la chaîne de production où vous avez plein de pièces détachées qui arrivent, où il y a des opérations aussi, d'assemblage, voilà, de peinture, etc. Et donc, ça a servi déjà à gérer tout ce flux, en fait, pour pouvoir avoir un débit assez régulier et idéalement optimal. Voilà, Kanban, c'est une méthode en fait qui fait partie de tout un ensemble en fait qu'on appelle le système de production de Toyota, qui a été aussi théorisé sous le terme de Lean. Et dans ces principes majeurs de Lean, vous avez l'amélioration continue du système global. Et en fait, ces 2 parties là dans cette phrase sont importantes, c'est-à-dire que Kanban, c'est pas une recette de cuisine qu'on suit à la lettre. C'est vraiment, on s'inscrit dans une démarche d'amélioration continue. Et quand on met en place une amélioration, en fait, on a une approche qui est plus systémique, c'est-à-dire qu'on regarde aussi l'environnement pour pouvoir voir si cette amélioration a du sens. Voilà. Donc, il y a 4 principes dans Kanban. Le premier, c'est commencer par ce que vous faites. Donc, Kanban peut s'appliquer en fait à évidemment tout processus de travail, mais vraiment, on part de l'endroit où on est, en fait. Le deuxième principe, c'est qu'on va en fait respecter les processus, les rôles, les responsabilités. Pour ce faire, il va y avoir un travail pour identifier ça, pour pouvoir clarifier. Souvent, on se rend compte qu'il y a un besoin de clarification sur tous ces aspects, les rôles, responsabilités, processus. Le troisième principe, eh bien, c'est qu'on va appliquer des changements de façon progressive. Donc, c'est pas un Big Bang, c'est pas, on ne fait pas table rase. On va mettre des petits changements en œuvre, on va les tester régulièrement. Si ça marche, on les garde. Si ça ne marche pas, on ne les garde pas. Enfin, on va encourager le leadership à tous les niveaux. Donc ça implique la responsabilisation de chacun. L'idée derrière ça, c'est que les gens qui travaillent sur la chaîne de production, en tout cas la production, ils voient des choses que d'autres personnes ne voient pas forcément. Et souvent, ils ont un métier, quoi. Voilà, ils ont une expertise. Eh bien, on va utiliser cette expertise et c'est eux qui vont pouvoir prendre probablement, dans plein de cas, les meilleures décisions. On a souvent tendance à confondre leadership et leader en faisant le parallèle entre un leader et un manager. Moi, j'aime bien remplacer leadership par influence. Et finalement, chacun a la possibilité d'influer à son niveau. On n'a pas besoin d'être manager, d'être chef pour prendre des décisions. C'est vraiment ce qu'il y a derrière cet élément-là. Alors, dans Kanban, il y a 6 pratiques fondamentales.
La première, c'est qu'on va visualiser le flux de travail. On va rendre les règles explicites. Voilà les différentes règles. Donc, c'est lié au processus qualité en particulier. On va limiter le travail en cours, notamment pour pas être submergé par les tâches. On va gérer le flux, c'est-à-dire de façon vraiment active de travail. Pour ce faire, eh bien, on a besoin de mesurer. Donc, on a de la mesure, on regarde, on observe ce qui se passe et du coup, on fait des ajustements, des adaptations en fonction de ça. Ça rejoint en fait le cinquième principe qui est celui de l'implémentation des boucles de rétroaction. On observe, en fonction de ce qu'on observe, on fait des mises à jour, enfin voilà, on va faire des adaptations pour pouvoir améliorer notamment ce flux de travail. Et puis donc ça rejoint la sixième pratique qui est l'amélioration continue. C'est vraiment tous ensemble, hein, toutes les personnes qui sont dans la chaîne de production, qui interviennent et qui travaillent ensemble pour pouvoir améliorer. Alors, le premier donc, principe, c'est la visualisation du flux de travail. Le flux, alors je vous ai mis une définition, hein, le flux, c'est le déplacement de la valeur à travers toute la chaîne de production. Souvent, on est habitué à manipuler ce qu'on appelle des user stories ou des éléments de travail. C'est plutôt le terme d'élément de travail d'ailleurs qu'on utilise en Kanban, qui va dire qu'est-ce qu'on souhaite réaliser finalement. Donc, c'est, on va dire, une première étape, en tout cas par rapport à des spécifications. Et bien, au fur et à mesure où on parcourt cette chaîne, hein, on va faire du développement, de la validation, évidemment, on fait des opérations qui sont diverses. Alors, quand on a en fait défini ce flux, identifié vraiment les grandes étapes, enfin toutes les étapes d'ailleurs, on va mettre en évidence les étapes qui comptent, les étapes importantes sur un tableau qui est en fait le tableau Kanban. Voilà. Et donc, pour chaque colonne, on va faire correspondre une étape particulière. Ensuite, eh bien, on va expliciter les règles qui vont permettre de dire si un élément de travail, on peut le passer d'une étape à une autre. Voilà. Donc, il y a voilà, souvent, on parle, en tout cas en agilité, de la definition of ready, hein, définition de prêt, qui va dire quels sont les critères qui doivent être rencontrés, les vérifications, par exemple, qu'on doit faire pour pouvoir décider que un élément de travail va pouvoir être pris par des développeurs pour faire le développement. Et puis, on a aussi la définition de fini, qui, elle, dit quelles sont les différentes choses que l'on doit vérifier, tester, produire même, pour pouvoir s'assurer que tout le travail concernant cet élément de travail a été fait. Sur ces règles, hein, et ça rejoint ce que disait Gérard, ce qui est important, c'est vraiment de partir de là où vous en êtes. Souvent, on voit des équipes qui ont des definition of ready, definition of done, mais même d'autres règles sur d'autres flux, d'autres étapes, pardon, qui sont vraiment un petit peu idéalisées en fonction de comment la hiérarchie a envie de travailler l'équipe, en fonction de comment l'équipe a envie de travailler. Si ça correspond pas vraiment au fonctionnement actuel de l'équipe, souvent c'est assez compliqué. Ça va être des règles simplement qui vont pas être respectées. Donc, ce qui est vraiment important à chaque fois, c'est vraiment repartir de là où vous en êtes et expliciter juste les règles actuelles. Et après, derrière, bah, ça va venir par la suite tout seul. Oui, il y avait juste un truc avant, c'était aussi la priorisation. C'est très important de voir quelles sont les tâches qui doivent être prises en priorité absolue. Voilà. Par exemple, quand on fait du support, on peut avoir effectivement une crise et donc ben, il faut laisser tomber le reste et on s'occupe de régler la crise. Vous avez aussi d'autres types de priorités qui vont être liées aux dates à respecter, par exemple, parce que, je sais pas, pour rapport au produit, il y a eu une publication, enfin une publicité qui a été faite, des annonces, des obligations réglementaires et autres. Et donc, plus on s'approche de la date, et plus, en fait, vos éléments de travail devraient être prioritaires. Et puis, vous avez aussi le travail qui est moins urgent. C'est vrai que tu fais bien de parler de la priorité, parce que c'est vrai que souvent, quand on parle de règles, on pense aux definition of quelque chose, c'est-à-dire vraiment les critères pour entrer dans une colonne. C'est un type de règle. Il y a aussi toutes les règles qui viennent expliquer le fonctionnement de votre système Kanban. Typiquement, les priorités, est-ce qu'on fonctionne en FIFO, donc first in, first out, ou au contraire, est-ce qu'on revoit régulièrement les priorités? Tout ça, ça reste des règles, et c'est important que toute l'équipe connaisse ces règles, et pas juste une personne au sein de l'équipe.
Les limites. Les limites, effectivement, donc on va parler de flux, flux poussé, flux tiré. En fait, les limites, c'est ce qui va vous permettre de passer d'un flux poussé que naturellement on a tendance à faire, c'est-à-dire qu'on a des tickets qui sont prêts, on a avancé sur notre tâche, on décide que c'est bon, on a terminé, on va le passer au voisin et le voisin va faire. Ça, c'est du flux poussé. La petite illustration là illustre très bien. En fixant une limite, on va fixer une limite sur le nombre d'items qu'on va être capable de prendre à un état donné. C'est-à-dire, par exemple, sur ce petit board Kanban, sur le en cours, ici, on avait déjà 5 items. On en pousse un sixième. Si on met une limite à 5, on ne peut pas pousser le sixième. C'est comme ça qu'on va passer vraiment sur du flux tiré, c'est-à-dire qu'il va falloir commencer par tirer, donc on part de la fin du board et on va commencer par vider notre colonne avant de pouvoir en ajouter. Avec la limite, je ne peux pas ajouter de nouveaux états si ça me fait dépasser la limite. C'est ce qui fait que Kanban d'ailleurs est extrêmement compliqué, finalement demande beaucoup de rigueur à mettre en place, parce que finalement ces limites-là, il faut vraiment s'y fixer. C'est vraiment ce qui va faire vivre votre board. Sans ça, vous allez simplement avoir des tickets qui s'accumulent, du travail qui s'accumule, avec toutes les dérives habituelles. Donc un travail qui va être en retard, tout va devenir urgent, on va passer un petit peu en mode pompier, etc. On aura l'occasion de revenir dessus par la suite. Quand on parle de WIP, limite, WIP, c'est pour le work in progress, donc finalement la quantité de travail en cours. Souvent, dans Kanban, on considère work in progress l'ensemble des états sur lesquels l'équipe intervient. On peut avoir des limites sur un ensemble d'états, on peut avoir des limites juste sur une colonne, on peut avoir des limites sur un type de ticket, par exemple une limite sur des tickets juste urgents, et on se dit il n'y a pas plus d'une urgence à la fois, c'est une limite qui est possible de faire. Voilà. Arrêtez de démarrer, commencez par finir. Ça veut dire aussi qu'en fait, quand on lit le tableau, on commence toujours par ce qui est à droite. Voilà, ce qui n'est pas très naturel puisqu'on écrit de gauche à droite, en tout cas pour la majeure partie des gens. Ça permet justement d'éviter de rester coincé, parce que c'est vrai que dans mon exemple ici, là, je ne pouvais pas en ajouter un autre parce que je n'avais déjà 5. Si derrière j'ai une limite et que je ne peux pas en tirer un, je suis à nouveau coincé, donc on a un effet un peu d'embouteillage, donc il faut vraiment partir de la fin, d'où le arrêter de démarrer, commencer par finir. Donc les limites, souvent, elles se matérialisent un petit peu comme ça, on va les ajouter au-dessus de notre board. Pour les fixer, on va simplement mesurer, on va regarder, on va prendre du recul sur le fonctionnement. Vu qu'on est parti de notre fonctionnement actuel, on va le laisser vivre. Petit à petit, on va faire les points d'amélioration dont parlait Gérard. On va regarder ce qui se passe. Et c'est de là qu'on va commencer par fixer des limites, on va les faire évoluer, etc. Et donc, il peut y avoir, bon là, on voyait l'exemple de la limite maximum, on peut même mettre une limite minimum. Mais bon, voilà, déjà, c'est vraiment, on procède étape par étape, comme disait Fabien. Les limites minimum, on les retrouve assez peu dans l'informatique. On va les retrouver beaucoup plus dans de l'industrie, puisque finalement, on va gérer du stock matériel. Et finalement, si j'ai plus de stock j'ai plus d'approvisionnement pour pouvoir travailler, pour faire tourner ma chaîne de fabrication derrière, je vais avoir besoin que ce stock arrive. Donc, plutôt qu'attendre bêtement que je n'ai plus rien et ensuite appuyer sur le bouton pour avoir déclenché une commande que j'attende pendant 2 jours et je passe 2 jours à attendre. Si je sais que je mets 2 jours pour traiter une dizaine d'items, dès que j'arrive à moins de 10 items, j'appuie sur le bouton. C'est une limite basse, et ce qui fait que j'ai le temps de continuer de travailler, le temps d'être réapprovisionné. C'est une limite basse dans cet exemple-là. Voilà. Là où c'est important, c'est les limites. C'est ce que montre ce graphe. C'est ce qu'on appelle la théorie de l'embouteillage. C'est-à-dire que nos systèmes, tant qu'il fonctionne en dessous de souvent 80% de son débit, ça se passe bien. Et le moindre imprévu, le système va être capable de l'anticiper. C'est-à-dire, il n'est pas trop surchargé. Et si on va ajouter une urgence qui arrive, on ne va pas bloquer l'intégralité de notre board. Par contre, dès qu'on va se rapprocher du 90, 100%, ce coût de l'imprévu, ce coût de l'item supplémentaire, de l'urgence, la moindre chose, elle va totalement bloquer notre système.
c'est ce qui se passe dans le bouchon, hein. C'est à gauche, on a une route qui est fluide ici. Si une voiture freine, il n'y aura pas d'incidence sur le reste du trafic. Si le trafic, par contre, est très chargé, là, on va avoir un effet un petit peu d'accordéon. On l'a tous vu sur les autoroutes. Et en général, c'est comme ça qu'on doit patienter plusieurs heures pour simplement que la route avait atteint sa capacité ou se rapprochait de sa capacité maximum. Voilà. Pour être capable de fixer ses limites, on ne va pas l'improviser, on ne va pas fixer un nombre au pif, ou du moins on va peut-être le faire dans un premier temps, mais très vite on va vouloir regarder comment le système se comporte. Pour ça, simplement, il faut le mesurer. Il faut être capable de regarder notre débit. Donc le débit, c'est la vitesse à laquelle vont s'écouler les tickets de l'entrée du board à la fin du board. On parle de lead time pour ça en anglais, hein, c'est vraiment combien de temps on met du début à la fin. Et après, à l'intérieur de chaque étape, on peut regarder combien de temps on va rester sur chaque étape, ce qui va nous permettre d'identifier donc des goulots d'étranglement. Si on a un goulot d'étranglement, ça veut dire qu'il aurait peut-être fallu qu'on fixe une limite un petit peu plus basse sur l'étape précédente. Et ce qui permet, vu que Gérard disait, on repart de la fin, si on respecte nos limites, en fait, on va réduire ces goulots d'étranglement et si on peut le voir hein, sur le schéma qui est juste en dessous, on va avoir une tendance qui va être beaucoup plus fluide. Là où la courbe bleue ici montre un système qui va être un petit peu bloqué, c'est-à-dire là, par exemple, on n'a pas trop fixé de limite, mais vu qu'on le mesure, on est capable de voir l'impact que ça. Et là, on a un graphe qui se rapproche plus d'un Scrum, hein, c'est-à-dire classique, c'est-à-dire on va livrer un petit peu tout en fin de sprint. De toute façon, avant, on n'a pas forcément, en fonction des contextes, besoin de le faire. Et ça va être vraiment en fin de sprint l'équipe va dépêcher de tout livrer et c'est là qu'on va se rendre compte de l'avancement et de voir si effectivement on était bien ou pas sur le sprint. L'avantage de le faire en flux, donc vraiment au fil de l'eau, c'est que cette tendance, on va pouvoir la mesurer au fur et à mesure. Et plus ce dépit, voilà, si je rejoins la limite ici, on limite un petit peu plus bas, on va avoir une tendance qui va être logiquement plus idéale, on va dire, pour rejoindre le graphique ici. Ces mesures, elles vont vraiment vous permettre de vous améliorer, finalement. Si vous n'avez pas la mesure, vous n'avez pas de données pour prendre des décisions et être capable simplement d'orienter votre système. Dans mon schéma ici, un petit rappel du PDCA qui nous vient du Lean aussi. C'est vraiment ça, hein. C'est d'abord le plan, on prend une petite décision, on va dire, alors on va tenter telle action, on la met en place. Juste derrière, on mesure, donc c'est le check, on regarde est-ce que l'hypothèse que l'on a prise, elle était bonne ou non. Et de cette hypothèse, on va être en mesure de prendre une décision, donc c'est-à-dire est-ce qu'on revoit une planification, on replanifie une nouvelle chose, est-ce qu'on prévoit d'ailleurs plus que planifie, est-ce qu'on continue comme ça et on revoit, etc., etc. Ces boucles de feedback, c'est pas parce qu'on est en Kanban et qu'on n'a pas d'itération qu'elles sont pas là, bien au contraire. C'est vrai que c'est souvent sous-estimé par les équipes. Voire pire, les équipes pensent que c'est juste des rétrospectives comme en Scrum et font ce qu'ils appellent du Scrumban. Non, dans Kanban, on le retrouve bien, hein, ça avait été décrit dans la littérature, c'est dans Kanban for IT. Ces boucles de feedback, elles sont importantes. Après, à quel point on va faire ces boucles de feedback, c'est-à-dire à quel point on va faire des systèmes, des points d'amélioration continue, voilà, c'est à vous de voir. Et là, c'est exactement pareil qu'en Scrum, quand vous fixez la durée de votre sprint, ça va dépendre de quand vous avez besoin de prendre du feedback. Si vous avez jamais besoin de prendre du feedback, posez-vous la question de l'intérêt dans Scrum ou d'itération. Si vous avez besoin de feedback très rapide parce que votre environnement il va changer, votre équipe va changer, votre produit va changer, vous allez partir en Scrum sur des sprints qui vont être très courts. En Kanban, c'est pareil. Vous allez faire des boucles de rétroaction qui vont être plus petites pour être capable d'adapter votre système au fur et à mesure. Et enfin, améliorez-vous collaborativement, c'est important. C'est pas juste une personne qui va décrire le fonctionnement souhaité. Ça rejoint le pilier vraiment de l'importance des actes de leadership, c'est-à-dire que chacun fait partie de ce système Kanban, chacun y contribue, et à partir de là, chacun est en mesure d'apporter des axes d'amélioration. Ça veut dire que l'activité, elle est vraiment pilotée par toute l'équipe. Voilà.
Alors, un premier exemple de mise en œuvre. Donc là, il s'agit d'une équipe en fait qui est dans l'infra, qui délivre évidemment des produits d'infra. Donc ça peut être des VM, ça peut être des firewalls. Enfin voilà, je suis pas spécialiste de l'infra, mais donc c'est un peu particulier peut-être. Et ils ont ce qu'ils appellent des dailies, c'est-à-dire des réunions quotidiennes. Ce qu'on constate quand on vient en observateur, c'est que c'est peu dynamique. Il n'y a pas de support visuel. Alors, il y a bien un outil qui est utilisé pour pouvoir écrire les tickets. Donc, ça s'appelle c'est Jira en l'occurrence. Mais il est géré par ce qu'on appelle le product owner. Alors, c'est, pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, c'est celui qui est responsable d'écrire tout ce qu'il y a, comment dire, d'important à faire pour le produit. Voilà. C'est vraiment le responsable du produit. Les développeurs, ben, on constate qu'ils sont peu motivés. Alors, une des choses qu'on entend, c'est mais pourquoi est-ce que le daily, on ne le ferait pas que 3 fois par semaine? Voilà, par exemple. Pourquoi en fait? Parce que pourquoi cette démotivation? Mais pour plusieurs raisons. C'est qu'en fait, entre autres, c'est une réunion de reporting, donc ça dure minimum 30 minutes. Donc chaque développeur s'adresse au product owner pour lui dire ce qu'il a fait la veille, ce qu'il pense faire aujourd'hui. Voilà. On rentre même dans les détails techniques, donc ça peut durer un certain temps. Et évidemment, dans ces discussions, il y a très peu de personnes qui sont concernées à un instant T. On ne parle quasiment que des activités de développement. Les activités de support bah, sont surtout abordées par ailleurs, en fait. Et il se trouve qu'il y a de nombreuses activités de support. Donc c'est dommage parce qu'elles ne sont pas mises en évidence. Alors eux, ils appellent ça pudiquement le shadow IT. Voilà. Euh, et donc du coup, il y a un suivi, il n'y a pas vraiment de suivi en fait. En tout cas, c'est un peu chaotique. Même chose pour les améliorations qui sont décidées en réunion de rétrospective. Donc, ce sont les réunions où l'équipe décide d'amélioration, en fait, suite à ces observations. En fait, ces actions qui ont été décidées, eh bien, on n'en parle pas au daily. On en parle très peu. Et on constate souvent que une bonne partie de ces actions ben, ne sont pas mises en œuvre après 1 mois, 2 mois, voire parfois même 3 mois. Voilà. Et les développeurs, du coup, sont très peu autonomes aussi sur la prise des nouveaux tickets. Alors, déjà parce qu'ils utilisent très peu l'outil, mais en plus, ils n'ont même pas les droits. Il y en a qui n'ont même pas les droits de faire bouger les tickets sur le tableau Kanban. C'est la suite. Donc, on note les questions, on y répondra tout à l'heure. Voilà. Deuxième réunion, c'est ce qu'ils appellent la réunion de raffinement du backlog. Le backlog, en fait, c'est une liste des éléments de travail à implémenter par l'équipe, pour faire simple, et qui est géré donc, qui est nourri en tout cas en premier lieu par le product owner. Ces réunions, eh bien, c'est à nouveau essentiellement du reporting. Donc du coup, on se demande pourquoi on a les daily. Ça a lieu 1 fois par semaine. On parle essentiellement des activités de développement, un peu du support. On va consulter la liste, donc du coup, alors les éléments de travail. Là, en l'occurrence, ce sont ce qu'on appelle des user stories. Enfin, ça revient au même. Pour faire simple, dans ce cas, il y a très peu de sujets futurs qui sont préparés pendant la réunion, c'est-à-dire que la planification, en fait, elle est faite très en avance. Donc, c'est pas vraiment une réunion de raffinement, finalement. Ils font aussi des démos pour montrer ce qu'ils ont réalisé et ils attendent de ces démos, en fait, la validation par le product owner qui est perçu comme étant le chef de l'équipe. Voilà. Durée entre 1 heure et 2 heures, souvent plutôt 2 heures. Et puis alors, on n'aborde pas en fait les objectifs, très peu, on ne sait pas où on va, on ne sait pas quel est l'avancement. Et voilà, donc tout le monde est plus ou moins quand même plutôt dans le flou. Ça a l'air lourd comme fonctionnement. Oui, tout à fait. D'où aussi un manque de motivation des développeurs qui souvent font des choses en parallèle. Et donc, quand vous faites quelque chose en parallèle, évidemment, vous écoutez vraiment, même pas à moitié. Donc, d'une façon générale, ce qu'on constate, c'est que les priorités ne sont pas partagées entre les membres de l'équipe. Il y a une confusion même entre ce qui est urgent et ce qui est important. Hein, ce qui est urgent, c'est vraiment ce qu'il faut faire maintenant. Voilà. Ça n'empêche pas d'avoir d'autres sujets importants, mais qui n'ont pas forcément besoin d'être traités, par exemple, immédiatement. Les réunions donc, sont vécues comme une perte de temps. On ne voit pas la valeur ajoutée. La collaboration est très limitée.
il y a peu d'appels à l'aide en fait dans ces réunions. L'avancement, comme on vient de le voir, est vraiment opaque. Et en fait, les développeurs se demandent vraiment, mais à quoi ça sert ces réunions d'amélioration continue? Puisqu'en fait, finalement, nos actions, on les suit pas, on les implémente rarement, et donc on n'en voit même pas le bénéfice. Alors, la solution, on pourrait la résumer comme ça, c'est d'abord, ça passe par de la visualisation, visualiser les sujets dont l'équipe s'occupe, le partager au sein de l'équipe, mettre en évidence aussi les activités de support et d'amélioration continue. Il va y avoir aussi un travail sur la clarification des priorités, mais avec tout le monde. Et de ça va découler aussi l'autonomisation des développeurs. Et on va travailler aussi à rendre ces réunions plus efficaces parce qu'il y a un certain nombre de réflexes qui ont été pris et qu'il va falloir, il va falloir aider l'équipe à l'abandonner. Donc, première chose, on part d'où on est, on identifie quel est le workflow de l'équipe. À partir de ça, on va créer le tableau Kanban avec les étapes importantes que l'équipe souhaite visualiser. Donc, vous voyez, vous avez même la colonne prêt pour validation parce que pour l'instant, eh bien, on en reste au fonctionnement où c'est une seule personne qui valide suite à la démo. ET support dans cet exemple? Alors, le support, oui, apparaît justement, nouveauté. ET, ça veut dire élément de travail. Hein. Donc, on peut lui donner, ça laisse un ticket, grosso modo, vous lui donnez la forme. Il peut y avoir différentes formes en fait en fonction de l'équipe et de son fonctionnement et des méthodes qu'elle applique. Et donc on met en évidence les tickets de support désormais. Et on définit alors quelques règles de passage d'un statut à l'autre. Souvent, là en l'occurrence, on avait d'emblée déjà ce qu'ils appelaient la définition de prêt et la définition de fini. Donc on les a prises à peu près telles que, et puis on les a affinées en fait au fil du temps pour garder ce qui avait vraiment du sens pour l'équipe. Ensuite, on a clarifié ensemble, donc en équipe, les priorités. On a justement insisté sur le fait que quelque chose qui est important, c'est pas forcément quelque chose qui est urgent. On a défini 3 niveaux de priorité. La priorité très haute, ça c'est vraiment presque l'urgence absolue. C'est la chose dont l'équipe doit s'occuper avant tout. Ensuite, on a une priorité haute, voilà, et la priorité moyenne, c'est vraiment tout le reste. Voilà. Et on visualise ces priorités dans le tableau Kanban. Comme ça, lorsqu'on le voit, eh bien, je dirais, le statut, il saute aux yeux, en fait. Et on donne accès aux développeurs à l'outil. Donc, les développeurs, petit à petit, on va les encourager, hein, mais ils vont prendre les tickets et ils vont les mettre au bon statut, de sorte à ce que lorsqu'on a une réunion, eh bien, en fait, on n'a pas besoin de dire, grosso modo, où est telle ou telle tâche, on voit tout de suite dans quelle colonne elle est. Il y a Jean-François qui nous demandait finalement comment gérer les activités de test. Donc Oui. là, dans ton exemple, on peut voir qu'il y a bien une colonne test. Tout à fait. En fait, ils ont voulu le mettre en évidence parce que c'était pas forcément les mêmes personnes qui faisaient les tests. Voilà, c'est essentiellement pour ça. Et puis, ça permettait de dire, ben voilà, on a fini. Alors, c'est un peu illusoire, on est d'accord, parce que s'il y a des bugs dans suite et qu'on s'en rend compte évidemment suite au test, on va revenir dans la colonne en cours. Mais ça fait partie du processus d'apprentissage aussi de l'équipe. Et c'est une photo du tableau à un instant T. Et après, il a continué à évoluer, en fait. Ok. Tu fais bien de dire qu'il a continué à évoluer. Parce que finalement, pardon, je vais juste conclure. Je m'apprêtais déjà à prendre la suite. Donc, ce que sont devenues les 2 réunions, le daily. Donc, on a affiché le tableau Kanban systématiquement, tous les daily. Donc, on a orienté finalement la discussion vraiment autour de ça. Ensuite, ils ont trouvé un outil qui permettait de minuter l'intervention de chacun. Ils avaient mesuré que vu le nombre de personnes, il fallait à peu près que chacun intervienne 2 minutes maximum. Donc, ça a permis de réduire en fait la durée du daily qui était de l'ordre de 30 minutes à 15 minutes maximum. Et puis, ils se sont posé la question après, effectivement, des sujets techniques, enfin des aspects techniques qu'ils abordaient, et ils se rendaient compte que on ne peut pas tout aborder, quoi. 15 minutes, on n'a pas beaucoup de temps. Voilà.
On a commencé à entendre aussi des appels à l'aide, voilà, des besoins de collaboration pour des trucs tout bêtes, hein, mais bon, pour la revue de code, pour du test, peut-être aussi pour comprendre certains sujets. Les activités support, ben, en fait, alors c'est pas toutes les activités du support qui ont été mises dans l'outil, ce sont celles qui ont été jugées comme étant suffisamment significatives. Donc, ils se sont fixés une durée et l'idée c'était, ben, si l'activité elle dépasse par exemple 2 heures d'activité, on la visualise. Et en fait, ça a fait du bien aux développeurs parce qu'ils passaient beaucoup de temps en support et ça se voyait pas, et donc ils étaient frustrés. Voilà, ils craignaient quelque part aussi, plus ou moins consciemment, aussi pour leur mission. Donc la satisfaction suite à ça des développeurs a été en nette hausse. Sur tout le contexte d'ailleurs que tu nous partageais en intro de ce Rex-là, il y avait un pan assez important sur le manque de sens. Finalement, elle a des réunions qui n'étaient pas forcément comprises. Est-ce que la mise en place de ce management visuel, ça a permis de redonner aussi un peu de sens à ce qui était Alors, fait? oui, en fait, il y a eu aussi tout un travail pour leur expliquer que le daily, c'est d'abord une réunion de synchro. On n'est pas là pour se justifier, en fait, et dire, regarde, chef, j'ai fait mon boulot. Voilà. Donc, là aussi, c'est un travail qui prend vraiment du temps, mais apprendre, il faut les aider à se déshabituer à faire ce reporting, ce fichu reporting, pour que, ils parlent des choses qui sont importantes pour tout le monde et qui sont importantes pour eux quand, par exemple, ils sont bloqués. Voilà. Ça, c'est le suivant, c'est le dernier. Voilà. Et donc, j'ai mis la nouvelle réunion de raffinement du backlog, puisqu'en fait, ça a changé la structure de la réunion. La revue de l'activité a été beaucoup plus rapide. Ils se sont concentrés plus sur certains sujets, en fait, qui avaient besoin d'être un peu plus creusés. Le tableau a été montré aussi à tour de rôle pour que ça soit pas toujours les mêmes personnes et que ça soit pas une personne qui soit. Enfin, on voulait qu'il y ait une vraie organisation d'équipe, quoi, auto-organisation. Montrer à tour de rôle, c'est-à-dire? Ben, en fait, il se disait, la prochaine fois, c'est toi qui monteras le tableau, D'accord. et ainsi de suite. Voilà. D'accord, donc au sein du refinement, ils avaient un point où ils reparcouraient le tableau ensemble. Ouais, pour revoir certains points. Ouais. Donc, ils ont abordé aussi davantage, d'ailleurs, les sujets de support, notamment quand c'est assez significatif, que ça a un impact important, que c'est des sujets récurrents, problèmes récurrents. Voilà. Bon, ils ont gardé les démos avec la validation du product owner en séance, comme ça. Et ils ont commencé à parler aussi de la trajectoire et de comment ils espéraient atterrir sur leur planning, par exemple, à une échéance de 1 mois. Voilà. Ok. Si jamais vous avez des questions sur ce que présentait Gérard, surtout n'hésitez pas dans les commentaires, comme ça on pourra y répondre, les traiter juste derrière. Pour ma part, j'avais fait le choix de revenir vraiment sur un Rex de vraiment la mise en place du système. Je me suis moins concentré sur les effets que le système a entraîné, mais vraiment plus décrire l'évolution, voir d'où on est parti et ce qui a été mis en place petit à petit, parce que ça complétait assez bien le cas que tu nous présentais. En contexte très rapide, j'accompagnais une équipe de 3 personnes, c'est une toute petite équipe, mais qui gérait un produit interne, ce produit était utilisé par de nombreuses équipes. C'est un peu comme une équipe plateforme, finalement, et chaque équipe de développement qui sollicitait cette équipe avait des besoins particuliers, avec du paramétrage particulier, etc. Donc, beaucoup de clients différents et chaque client ayant des besoins uniques qu'il fallait traiter séparément. Beaucoup de dépendances, parce que finalement, chacun de ces travaux nécessitait une préparation avec les clients sur lesquels l'équipe était pas autonome. Et l'équipe finalement intervenait sur un petit peu toutes les phases du projet, de la conception vraiment au run. Par défaut, c'était une équipe qui tournait en Scrum. Comme beaucoup d'équipes, ils s'étaient jamais vraiment posé la question de ce qu'ils allaient mettre en place. Donc, vu que tout le monde fait du Scrum autour d'eux, encouragés d'ailleurs par le manager, ils ont mis en place du Scrum. Et la conclusion, en tout cas, c'est là qu'on m'a appelé. On m'a dit, voilà, Fabien, ils sont sous l'eau. Il y a tout qui est en retard, ils n'y arrivent pas, il faut que tu les aides. Voilà, globalement, l'entrée était là, parce qu'en fait, les parties prenantes autour ne comprenaient pas pourquoi l'équipe était en retard, parce que de leur point de vue, il n'y avait rien de compliqué. Alors,
On s'est retrouvé à mettre en place un Kanban. L'idée, c'était pas de mettre en place, entre guillemets, voilà, la méthode Kanban, c'était juste de mettre un système Kanban qui pouvait très bien marcher dans leur Scrum, hein, même si assez rapidement, vous allez le voir, on l'a laissé tomber. Mais voilà, la mise en place au début, c'était vraiment purement le visual management, mais en repartant de zéro. Quand je dis en repartant de zéro, c'est-à-dire que notre premier board, il ressemblait à ça. C'est-à-dire à faire et fait. En fait, volontairement, on a fait une croix sur leur fonctionnement actuel, parce que leur fonctionnement actuel, celui en tout cas qu'ils avaient modélisé d'ailleurs dans leur Jira, c'était pas le vrai fonctionnement. C'était déjà un fonctionnement normalisé pour correspondre au reste de l'entreprise, de l'écosystème. Ça représentait pas vraiment leur manière de travailler. Et on a voulu vraiment faire émerger d'abord la manière dont eux travaillaient avant ensuite d'aller un petit peu plus loin et de creuser un petit peu plus loin. Donc ça, c'est le premier tableau. On a en équipe, du coup, ils l'ont rempli et ils l'ont fait vivre petit à petit. Et on a assez rapidement identifié un rituel d'amélioration continue. Donc on se disait, voilà, on va se revoir toutes les 3 semaines pour améliorer notre Kanban. D'ailleurs, c'est une des différences entre Kanban et Scrum sur la partie amélioration continue rétro. C'est-à-dire que Scrum met vraiment un focus sur l'amélioration du fonctionnement de l'équipe et du produit. Scrum dit, voilà, on va améliorer les process, les outils, l'équipe, la qualité, etc. Kanban, ça ne respecte tout ça. Kanban, il dit juste, on va améliorer notre système Kanban. Sachant que si est système Kanban, tout ce qui va entrer et sortir du système Kanban. C'est bien pour ça qu'on parle de système et non pas juste de tableau Kanban. Très vite, on a un deuxième tableau qui est apparu. Ils ont rajouté la colonne en cours et clairement, ils n'ont pas attendu que je revienne les voir pour ça. Ils n'ont pas attendu le point d'amélioration qu'il fallait. Eux avaient ce besoin et quand ils ont continué de faire des listes, c'est-à-dire des points de synchronisation journaliers, ils avaient besoin de matérialiser les éléments sur lesquels ils étaient en cours. Et finalement, voilà, l'acte de leadership, il est là. Très vite, ils ont modélisé cette colonne qui est apparue et c'était très bien. On n'a pas du tout parlé outils. Pour le coup, là, l'outil, c'était juste un mur. Un mur, du scotch de peintre et des post-it. Donc, le deuxième tableau, voilà, toujours très simple. Et derrière, en fait, petit à petit, on l'a travaillé. Ouais, les animations déconnent un tout petit peu sur le PowerPoint, c'est pas bien grave. Et en fait, donc avec le recul, après avoir fonctionné plusieurs semaines sur ce board très 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 simple, on a fait apparaître ce que faisait réellement l'équipe. Et c'est là qu'on m'a tapé sur les doigts en me disant, voilà Fabien, je t'avais demandé d'aller vers de l'agilité et on se retrouve à faire un cycle en V en fait, avec étude de besoin, spec, dev, test, pré-prod, prod. C'était juste ce que faisait l'équipe en fait et voilà, on est vraiment parti de là où l'équipe en était et c'était très bien. Et finalement, c'était vraiment nécessaire de rendre ça visible pour tout le monde et visiblement, c'était pas visible. Le manager, par exemple, ne comprenait pas forcément ce fonctionnement-là parce que lui, il m'a vraiment directement reproché que ce fonctionnement-là, c'était clairement pas la cible. Et il avait peut-être raison. C'était trop tôt encore pour le dire parce que pour le coup, on n'avait vraiment rien mesuré, on n'avait pas vraiment commencé d'améliorer, mais c'était le fonctionnement de l'équipe. On a explicité les rôles. J'aime bien les petits chatons, donc j'ai mis des petits chatons. Ils ne sont pas nombreux dans l'équipe. Donc finalement, on avait 2 rôles. Un rôle un peu plus chef de projet, plus fonctionnel, qui faisait l'étude de besoins, spécification. Et ensuite, un rôle dev qui intervenait sur les phases un petit peu plus aval du flux, du dev à la mise en prod. Voilà. Et enfin, j'en parlais, on a commencé de mesurer. Ce qui est important, c'est que cette mesure, elle nous a vraiment permis d'identifier les premiers éléments de blocage. Elle nous a permis d'identifier les premiers bouchons. Et ça nous a permis d'identifier qu'on avait des différences en fonction des types de tickets. Ce qui nous a conduit assez vite à mettre en place c'était là qu'on avait arrêté totalement Scrum, et on a rajouté juste un rituel de priorisation. Alors, c'est pas un sprint planning façon Scrum. En fait, le rituel qu'on a construit avec l'équipe, c'est simplement, on a réuni toutes les personnes qui avaient des sujets à traiter avec cette équipe ensemble, devant le board, et en disant,
voilà ce qui est en cours. Comment est-ce que vous définiriez vraiment les priorités entre vous? Et on les a laissés se mettre d'accord entre eux. Ça a été un gros gain de temps et d'énergie pour l'équipe qui n'avait pas forcément à faire le mode pompier ou le coursier, pardon, entre différentes parties prenantes pour simplement clarifier des besoins en fait, en disant voilà, si tous vos clients disent que c'est prioritaire, ça peut être compliqué d'après derrière aller les revoir en disant bah non, c'est pas prioritaire. C'est pour ça d'ailleurs que Scrum en parle bien de courage, hein, parce que c'est important de savoir le dire. Là, c'était plus simple, on les a laissés se mettre d'accord entre eux et ça a été beaucoup plus facile. De ces priorisations, finalement, ce qui est en tournant à la énième tableau modélisé, parce qu'on a arrêté de compter, on a gardé nos rituels, hein, ils sont là, ils bougent pas. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a vraiment identifié des catégories de tickets. C'est-à-dire, on avait vraiment des tickets qui avaient des règles spécifiques, il y avait des dates à respecter, parce qu'il y a des engagements qui étaient pris. On a pu modéliser finalement petit à petit ce qu'on appelle des swimlines, donc des couloirs de nage en français. Chacune de ces lignes correspondait finalement à une manière de gérer le flux et à des règles spécifiques à ce flux-là. La première, alors traditionnellement, tout en haut, on va mettre les urgences. C'est ce qu'on a fait en fait, c'est gérer les urgences un petit peu différemment. Et ensuite, on faisait pour certains sujets, c'était du FIFO, donc first in, first out, premier entrée, premier sortie. On était sur des tickets, des typologies de demande qui étaient vraiment pas importantes. On n'était pas pressé par le temps, ça pouvait attendre. Et pour les autres, les gens se remettaient d'accord dans le fameux rituel de priorisation. Sur la ligne urgence, hein, dès qu'on a commencé à ouvrir une ligne urgence très vite, tout est devenu urgent, hein, c'est des choses que vous connaissez, donc on a mis une limite sur la ligne urgence à 1. Ça peut sembler peu, mais finalement, quand on s'y tient, le pouvoir finalement que ça a donné à l'équipe, c'est surtout de pouvoir légitimement refuser toute demande d'urgence. En disant, là, on est déjà sur une urgence. Si votre ticket est vraiment plus urgent, il faut voir avec telle équipe. C'est beaucoup plus facile. Et encore une fois, ça a permis vraiment un petit peu de protéger l'équipe, de clarifier le travail et d'arrêter le mode pompier où en fait l'équipe était vraiment en permanence en train de réagir aux différentes urgences à droite et à gauche. On a mis une limite également sur la colonne pré-prod. Ça semble peu courant hein, souvent, mais les limites sur du dev ou sur du en cours, parce que c'est là où on a souvent le gros de nos tickets. C'est vrai qu'en cours de développement, c'est assez facile. Hein, un développeur est bloqué sur un ticket, c'est pas grave, hein, il prend le suivant et c'est comme ça qu'on a plein de tickets qui s'accumulent. L'idée, c'est pour ça d'ailleurs que souvent on va mettre des tickets, des limites plutôt sur cette colonne-là, simplement pour éviter ce cas de figure et que si on a des tickets, si on est bloqué, c'est pas grave. On va faire en sorte de regarder comment on peut débloquer le ticket. Et si vraiment c'est bloqué parce qu'il y a plein de choses qui sont pas réunies pour avancer dessus, c'est pas grave, on va le jeter, tout simplement. On n'est pas en mesure de le faire tout de suite. On acte ensemble que ce sera pas fait pour tout de suite. On le met dans la poubelle. L'avantage du bord de mur, c'est qu'on le mettait littéralement à la poubelle et c'était très bien comme ça. Là, on a vraiment fait le choix de mettre la limite sur la pré-prod en premier, simplement parce que c'est là qu'on a cumulé les tickets. L'équipe avait fini de bosser dessus, donc ça restait en pré-prod. Et les équipes demandeurs n'étaient pas forcément pressées de voir des trucs partir en prod tout de suite, donc elles-mêmes n'allaient pas forcément chercher l'équipe. Ce que ça a permis de montrer, c'est que les tickets, ils tombent un petit peu dans un oubli ici. Et vu qu'on les oubliait, ils y restaient et ils s'accumulaient tout simplement. Donc le fait d'avoir mis une limite, ça nous a forcé à d'abord passer les sujets en pré-prod en prod avant d'attaquer d'autres sujets en cours de développement et de test. Et donc ça a obligé l'équipe à communiquer simplement avec ses parties prenantes en disant il y a ce sujet-là, il est fini, il attend, qu'est-ce qu'on attend? Et après derrière en disant voilà, là c'est en train de nous bloquer, il faut vraiment qu'on pousse, comme ça voilà, on dit que c'est terminé et on passe à autre chose. Et ça a été assez puissant finalement parce que ça a vraiment fluidifié l'ensemble du tableau. On revient sur les exemples qu'on présentait sur les graphes en début de séance. C'était vraiment ça. C'est là on avait quelque chose qui s'écoulait vraiment au fur et à mesure. On avait très peu d'à-coups du début à la fin. Voilà. Et c'est terminé pour ce cas d'usage. Dans les effets, voilà, on le voit, hein, ça a surtout apporté beaucoup de clarté pour l'équipe, pour le management autour de l'équipe.
et surtout pour toutes les parties prenantes qui elles-mêmes ne comprenaient pas pourquoi l'équipe n'avançait pas. Et en fait, on s'est vite rendu compte qu'il y avait une profonde méconnaissance du contexte dans lequel était l'équipe, nombre de sujets en cours, etc. Et le fait de pouvoir mettre directement les gens en relation les uns avec les autres, ça a été assez précieux. Voilà. Sur les questions, on a une question de Jean-François. Sur la durée, ça. Ouais. On pourra le dire pour les deux d'ailleurs, hein. Combien de temps il faut? En fait, pour pouvoir mettre en place le tableau Kanban qui soit montré tous les jours en daily, il a fallu à peu près 2 mois quand même. Parce que ça a changé les habitudes et que voilà, il faut vraiment du temps. Et alors, pour ce qui est d'essayer de ne plus faire de reporting, c'est pas encore gagné. Je dirais, même au bout de 5 mois, c'est pas évident. C'est pas évident parce qu'en fait, il y a d'autres choses qui se greffent sur ça. Et comment dire, il y a quand même toujours un peu cette perception. Alors, ça dépend d'organisation en fait, hein, mais il y a toujours cette perception que ce qu'on appelle le product owner. Alors, désolé pour le terme, mais bon, voilà, c'est le terme consacré. En fait, il est toujours perçu un peu quand même comme le chef. Il y a aussi, je pense, quelque chose qui est de l'ordre de la sécurité psychologique, c'est-à-dire est-ce que les développeurs se sentent à l'aise avec le fait de ne pas dire ce qu'ils ont fait hier si ça ne concerne pas les autres, quoi. Voilà. Et je pense que là, il y a un travail de fond, mais ça se règle pas en voilà, 2 temps, 3 mouvements, très clairement. Euh, Par contre, on entend quand même davantage, moi, je trouve, beaucoup plus euh, beaucoup plus quand même de collaboration, de demande d'aide, donc ça c'est quand même très positif, je trouve. Dans ce que moi j'ai pu constater en termes de durée, hein, ça va rejoindre ce que disait Gérard, c'est long et c'est normal que ce soit long. C'est-à-dire, vu qu'on commence vraiment par mesurer là où on est l'équipe au début et surtout pas là où on a envie de l'emmener, ça peut paraître long parce que finalement on va reprendre comme l'équipe fonctionnait actuellement. Par contre, dès lors on aura déjà des résultats visibles. En termes de fonctionnement d'équipe, les actes de leadership ils vont venir tout seuls parce que déjà on explicite des choses qui n'étaient pas forcément connues de tout le monde. Et le fait d'expliciter ça, on se rend compte de petites choses qui peuvent être améliorées à droite et gauche. Et ça va assez vite en fait, et c'est déjà un premier pas. Donc c'est un petit pas. On n'est pas dans les gros tableaux tels qu'on montrait à la fin ici. Ça a vraiment pris, je crois, 5 ou 6 mois à le construire. Par contre, dès les tout premiers tableaux, c'était déjà plus simple. Il valait mieux un tableau vraiment très limité, voire quasiment vide, qu'un tableau complexe qui ne correspondait pas à la manière dont travaillait l'équipe. Parce que finalement, ça, faire rentrer l'équipe là-dedans, c'était vraiment la volonté initiale, ça ne marchait pas. C'est l'équipe d'ailleurs, ça faisait plusieurs coachs qui essayaient de passer avec en essayant de les faire rentrer dans le mode de management décrit par la hiérarchie. Et très clairement, ça ne fonctionnait pas. Là, assez vite, on a eu quelques progrès. Voilà. Espérons avoir répondu à la question. Il y a Julien qui nous demande quel type d'outils pour faire du Kanban entre Trello, Jira, Jetkins. Je connais pas Jetkins. Il y a plein d'outils en fait qui permettent de le faire. Ce qui est difficile, je trouve, c'est de trouver un outil avec lequel vous aurez des métriques et des graphes intéressants pour le suivi. Notamment la mesure du débit sur Jira, on l'a pas. On voit clairement que c'est à l'origine un outil de gestion de tickets et qui est plus orienté Scrum en l'occurrence. Donc je sais pas toi si tu en connais, mais ça rejoint un petit peu la question de David. Hein. Est-ce qu'on peut mettre en place un système Kanban avec Trello? Oui, on peut. Par contre, ça reste des outils de ticketing, c'est-à-dire vous allez voir, c'est plus une liste qu'un système Kanban. Et ça, c'est assez différent. En termes d'outils, moi, je vais plus vous recommander des outils qui vont être le plus ouverts possible. Donc, un mur et des post-it, c'est très bien. Un cahier, c'est très bien aussi. En tableau en ligne, vous allez avoir du Draftsio, Klaxoon, Miro. Il y en a plein qui existent. L'idée, c'est juste des tableaux blancs sur lesquels vous pouvez faire un petit peu ce que vous voulez.
L'intérêt de faire ce que vous voulez, vous allez pouvoir modéliser vos différentes règles comme vous voulez. Vous allez pouvoir ajouter d'autres éléments petit à petit qui vont venir compléter votre management visuel autour du board Kanban. Parce que finalement, le board Kanban va s'inscrire dans un tout avec tous les éléments que vous allez avoir envie de suivre. Et plus c'est ouvert, mieux c'est. Alors, la contrepartie, c'est que vous aurez moins de choses automatisées. Par contre, ce que vous allez mesurer, vous allez le faire en fait, vous n'allez pas le faire pour rien. Vous allez vraiment aller chercher quelque chose, aller chercher une information et vous allez en tirer quelque chose. Jira, ça peut sembler génial parce que finalement, il va gérer des mesures dans un petit peu tous les sens. Il va vous construire un diagramme de flux cumulé, par exemple, c'est très joli. Par contre, bah, ça va pas vous expliquer comment le lire. Par contre, si ce même diagramme, vous allez le modéliser petit à petit en tous les jours ou toutes les semaines en fonction de vos rythmes, vous allez faire l'état de combien de tickets on a dans chaque colonne, le mesurer, calculer le lead time, donc le temps parcouru pour un ticket. Là, c'est des informations qui vont vraiment vous apporter quelque chose parce que vous l'avez fait en allant chercher quelque chose. Et c'est beaucoup plus précieux qu'un truc généré et qui n'est pas forcément compris. Voilà. Il y a Johan qui nous demande la colonne parking, elle fait quelle taille? Il fait bien en parler. C'est vrai qu'on parlait de limites. Euh, on peut mettre des limites sur un petit peu toutes les colonnes en Kanban. Il y a juste deux exceptions traditionnellement. C'est la première colonne et la dernière colonne. C'est ce qu'on appelle des déversoirs finalement. Parce que vous vous doutez bien que la dernière colonne de votre tableau, donc tout ce qui est vraiment terminé, vous n'allez pas limiter le nombre de tickets dedans. Donc ça va s'accumuler et c'est normal. Pareil, la toute première colonne, donc ça peut être un parking, ça peut être, vous pouvez juste l'appeler stock, vous faites vraiment comme vous voulez. Souvent, on met pas de limite dessus, simplement parce que ça permet à la personne qui aura pour rôle de prioriser les demandes, d'avoir un petit peu tous les éléments. Et par contre, une fois que c'est fait, et là qu'on prend dans la seconde colonne, où là, on va commencer à avoir des limites, là, on aura quelque chose qui aura un petit peu plus de sens finalement. Et, euh, et ça pourrait être pris en compte par l'équipe. Et là, on rentre dans le flux tiré qu'on décrivait tout à l'heure. Après, c'est bien de pas, enfin, certes, il n'y a pas de limite pour la première colonne. Néanmoins, si on veut être capable de gérer ça, évidemment, il ne faut pas non plus qu'on ait des centaines de tickets. Parce qu'après, pour pouvoir faire la priorisation, on va s'amuser. Et particulièrement quand on développe un logiciel, avoir trop de tickets en amont, en fait, ça veut dire peut-être qu'on anticipe trop en fait ce qui est à réaliser. Ça reste une gestion de backlog. Hein. Vous restez un backlog. On parlait de Trello, par exemple, tout à l'heure, où on va vraiment gérer des listes. Hein. Un backlog, c'est pareil, c'est une liste de tickets. C'est exactement pareil. Moins vous aurez de tickets dedans, plus ça va être facile de le gérer. Et surtout, moins vous allez préparer à l'avance de tickets, moins vous allez perdre de travail quand vous allez changer de sujet, tout simplement. Voilà. Il nous reste 5 minutes. Si vous avez encore quelques questions, on va les reparcourir, mais je pense qu'on a répondu aux différentes qu'on a pu voir passer. Ouais. Bon, c'est à peu près bon. J'espère que vous avez trouvé réponse aux questions que vous pouviez avoir en vous connectant aujourd'hui. Non, a priori, on n'a pas d'autres questions. On va attendre 2 minutes et on va conclure gentiment. Voilà. Alors, une question. David, dans ce cas, est-ce qu'il est mieux de faire un backlog par sprint si on utilise les méthodologies agiles? Alors, c'est ce que décrit Scrum. En fait, Scrum va décrire deux backlogs. On va avoir à la fois un backlog produit, qui est vraiment l'ensemble, donc la liste de tout ce qu'on veut pour construire un produit, et un backlog de sprint. Et finalement, le backlog de sprint, il va être nouveau à chaque sprint. L'idée étant normalement que si on arrive à la fin de notre sprint, on ne bascule pas. En fait, à chaque fois, on se repose la question de qu'est-ce qu'on va mettre dans le sprint suivant en fonction de quels sont les objectifs de ce nouveau sprint et reprendre vraiment des tickets
participent finalement à cet objectif. Dans Kanban, on n'a pas ces itérations, simplement parce que c'est vraiment une approche en flux et pas une approche itérative. C'est vrai qu'on n'a peut-être pas insisté là-dessus au début, ça aurait pu être, on aurait pu y passer un peu plus de temps. Donc, Scrum, ça va être un ensemble d'itérations, c'est-à-dire si vous faites des sprints de 2 semaines, l'idéal est que toutes les 2 semaines, votre équipe ait conçu un produit, un incrément qui soit utile en fait, qui déjà crée de la valeur. En Kanban, vu qu'on n'a pas les itérations, on va juste avoir ça va avancer au fil de l'eau. Vu qu'on a mis des limites sur nos différentes colonnes, on aura forcément quelque chose qui va être régulier et qui va pas être livré finalement par palier, comme si on avait des itérations. Donc là, l'idéal, c'est quand même d'avoir un seul Kanban, donc finalement backlog pour l'ensemble, pour être capable de visualiser tout ce qui est vraiment en cours par l'équipe. Par contre, si derrière, on peut avoir différents niveaux de Kanban, et là, ça peut être intéressant d'avoir des Kanban à différentes vues, à différentes granularités. C'est vrai que dans les exemples qu'on vous a présentés, on s'était concentré sur le niveau équipe, c'est-à-dire que ici, ce que disait Gérard, on analysait des éléments de travail. À un autre niveau, surtout dès qu'on va faire un petit peu d'agilité à l'échelle, à un autre niveau, on va suivre des sujets qui vont être un petit peu plus gros. Donc, on va suivre un produit complet ou une grosse fonctionnalité d'un produit, là où l'équipe peut avoir ce Kanban-là, mais ce Kanban-là, elle ne va pas le regarder tous les jours. Tous les jours, elle va vraiment travailler sur un Kanban qui va être plus fin. Les deux Kanban vont être des Kanban qui vont quelque part un peu s'imbriquer les uns les autres. Finalement. C'est comme si on prenait une loupe, on zoome sur un des éléments et on arrive sur ce Kanban-là. Et vous pouvez avoir autant de Kanban que vous voulez finalement, mais tant qu'on est bien sur des vues différentes. Si pour une même vue, une même équipe, on va commencer à séparer les Kanban, finalement, c'est déjà qu'on est sur plusieurs sous-équipes. Et c'est un enseignement qui est intéressant, parce que finalement, on va pouvoir réfléchir à l'organisation qu'on souhaite vraiment mettre en place au niveau de l'équipe. Je ne sais pas si tu voulais ajouter quelque chose, Gérard. Non, non, très bien. Voilà, et on arrive sur 19h. Donc je pense qu'on va pouvoir conclure là. Merci, déjà. Merci à vous d'être venus, merci pour vos questions. Et voilà, on espère qu'on aura pu changer un éclairage au niveau de comment. Merci à vous et bonne soirée. Merci, au revoir.